L'Allier, en collaboration avec l'Université Laval, l'Institut du Nouveau Monde et la radio CKRL, présente la conférence « Crise alimentaire mondiale, symptômes d'une culture de l'appauvrissement ». Bonjour, mon nom est Benoît-Luc Simard et je suis le directeur de la chaire publique de l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures. Nos conférenciers pour le débat d'aujourd'hui sont M. Jean-Jacques Détier, directeur de recherche et vice-président au développement économique à la Banque mondiale, M. Sylvain Charlebois, professeur à la faculté d'administration de l'Université de Regina et chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, M. Guy Debailleul, professeur titulaire au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval, titulaire de la chaire de l'Université Laval en développement international, Madame Laure Waridel, auteure, conférencière et chroniqueur, qui est bien connue en tant que cofondatrice d'Équiterre, organisme faisant la promotion du commerce équitable, pour lequel elle a travaillé de 1993 à 2006. Merci et bon débat. Monsieur Guy Debailleul, professeur à l'Université Laval, Monsieur Jean-Jacques Détier, chercheur à la Banque mondiale, Monsieur Sylvain Charlebois, professeur à la faculté d'administration de l'Université de Regina, Madame Laure Waridel, auteure et conférencière, Monsieur Richard Ouellette, professeur à l'Université Laval. Il nous fait plaisir ce matin de vous accueillir à l'Université Laval pour exprimer notre engagement pour les questions sociales. Ce matin, l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, en collaboration avec l'école d'été de l'INM, l'Institut du Nouveau Monde, souhaite traduire nos préoccupations pour des questions qui préoccupent la jeunesse au quotidien. Des jeunes qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique s'engagent chaque matin pour un nouveau monde, pour un monde meilleur. Et ce matin, la crise alimentaire mondiale est au centre des préoccupations parce que des millions de personnes sont laissées au bord du chemin à cause de la mondialisation. Mais ces mêmes jeunes sont fiers que les technologies et la mécanisation agricole ont pu sortir des millions de personnes de la pauvreté en Asie, en Chine, en Inde. Alors, ce débat qui s'augure ce matin est un tremplin pour nous de montrer à la face du monde que les jeunes sont attachés à certaines valeurs. Et ces valeurs sont d'abord la biodiversité, ces valeurs sont d'abord la souveraineté nationale alimentaire pour le peuple du monde entier, et ces valeurs sont aussi la préservation de l'environnement. Et ce matin, les conférenciers que nous avons sont des tailles, et j'en suis sûr que nous aurons des débats très alléchants, et qu'au sortir de cette conférence, nous aurons beaucoup à gagner dans la formation universitaire et dans la formation de notre vie sociale. Sur ce, je remercie tous ceux qui sont venus ce matin. Je salue la présence massive des étudiants de l'Université Laval, aussi des jeunes du monde entier, je le répète, qui sont venus d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique pour participer donc à cet engagement social. Sur ce, je vous remercie et je souhaite une bonne conférence. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier à l'IES et l'Université de Laval de m'avoir invité. Je voudrais, dans les 15 minutes qui me sont imparties, donner mon point de vue sur la crise alimentaire mondiale. C'est un thème évidemment vaste et complexe, donc je ne toucherai pas tous les points, mais je voudrais simplement parler un peu, d'abord décrire les faits, parler un peu des causes de cette crise, en décrire certains effets et aussi décrire les politiques que les gouvernements ont adoptées pour réagir à la crise. Nous sommes maintenant dans une situation où les pays en développement font face à un péril double. D'une part, la hausse des prix du pétrole est la cause principale de tous les déséquilibres macroéconomiques que l'on constate au niveau mondial.
D'autre part, la hausse des prix des denrées alimentaires, qui a été très forte, je vais y venir, a eu un impact très significatif sur le budget des ménages et a sérieusement aggravé et la pauvreté et les inégalités dans de très nombreux pays en développement. Le péril double est le suivant. La pression macroéconomique, bien entendu, a réduit les options de nombreux gouvernements et leur marge de manœuvre en termes fiscaux pour répondre à cette pauvreté, à ces inégalités. C'est pour ça donc que la Banque mondiale notamment, mais de nombreux organismes internationaux ont développé toute une série d'actions pour répondre à ce défi. Alors laissez-moi commencer par vous donner certains faits. Notamment depuis l'an 2000, le prix du blé en dollars, par exemple, a augmenté de 200%, et dans leur ensemble, les prix des aliments ont augmenté de 75%. Alors le fait important à souligner, c'est que la hausse des prix des céréales n'est pas en fait causée par des problèmes d'offres à court terme, comme c'est souvent le cas, mais par d'autres problèmes. Alors évidemment, en termes réels, donc en tenant compte de l'inflation, la hausse a été moins considérable, comme vous le voyez ici sur le graphique, mais quand même très considérable. Une des causes principales de cette hausse, c'était les changements structurels qui ont eu lieu dans l'économie mondiale, et notamment une forte demande, et une demande croissante venant des pays en développement à haute croissance, comme la Chine, l'Inde, le Vietnam, etc. Je voudrais en quelques minutes décrire un peu la situation. Quelles sont donc les racines du problème actuel? D'une part, le prix élevé du pétrole, qui résulte principalement, pas seulement, mais principalement, de la forte demande venant des pays émergents. Dans la crise alimentaire, le prix élevé du pétrole a joué un rôle central. D'une part, évidemment, il a augmenté les coûts de production, en particulier pour les engrais. D'autre part, il a contribué à réduire l'augmentation des rendements. Et enfin, il a été l'étincelle qui a donné lieu aux décisions des pays riches, de l'Union européenne, des États-Unis, etc., de subventionner les biocarburants, éthanol, etc. Deuxième cause importante de la crise alimentaire a été la réduction des stocks. Ça reflète en fait une tendance dans les 10 dernières années. Il y a eu une réduction des stocks publics, des stocks gouvernementaux. Il y a eu aussi plusieurs années de mauvaises récoltes dans les gros pays exportateurs comme l'Australie. Et en fait, il y a eu le choc de la demande lié aux biocarburants. Et finalement, ça j'y viendrai dans la fin de ma présentation, une des causes importantes de la hausse des prix des céréales et des denrées alimentaires a été le fait que la crise a été aggravée par certaines politiques gouvernementales de certains pays et par des réactions spéculatives de plusieurs entreprises. Quand je dis politique gouvernementale, je me réfère par exemple à l'interdiction d'exportation de riz et d'autres céréales de l'Inde et d'autres pays, à des décisions de rétention d'offres dans l'espoir de faire monter les prix et dans une moindre mesure à de la spéculation financière. Alors pour vous montrer un peu, pour vous donner quelques données, pour étayer ce fait qu'en fait la demande des pays émergents est largement responsable des pressions qu'on voit sur les marchés mondiaux. Comme vous le voyez ici, plus des 2/3 de la demande additionnelle de pétrole, notamment dans les 25 dernières années, provient en fait des pays en développement, comme vous voyez de la Chine dans une grande mesure, d'autres pays d'Asie et d'autres pays en développement. En fait, les pays riches de l'OCDE ne sont responsables que d'une petite partie de cette augmentation. Vous voyez ici les pourcentages. D'autre part, comme je l'ai noté,
certaines décisions de politique économique des gouvernants ont contribué à une baisse des stocks de céréales qui a évidemment créé une augmentation des prix. Notamment, comme vous le voyez ici, vous avez ici les courbes pour le blé, le maïs et le riz. Vous voyez que certaines décisions ont eu une influence parfois bénéfique sur les cours des denrées. Alors, quand je vous disais par exemple que l'interdiction d'exportation de certains pays, l'Inde en particulier, a eu une importance sur les cours des denrées. Vous voyez ici, par exemple, le prix du riz qui est dans le commerce mondial. En octobre, l'Inde a interdit l'exportation de riz, sauf le basmati. Et vous voyez l'effet que ça a eu sur les cours immédiatement après. Alors maintenant, laissez-moi dire un mot de l'impact que ces augmentations ont eu, l'impact commercial et macroéconomique. Alors vous voyez ici une comparaison entre les années en moyenne 2003-2005 et les années 2007-2008, l'impact de la hausse des prix du pétrole et d'un index des prix des matières premières sur les termes de l'échange, c'est-à-dire sur la capacité qu'ont les pays à exporter, à importer, étant donné leurs exportations. Comme vous voyez ici, les termes de l'échange, et en particulier pour les pays à faible revenu qui sont importateurs de pétrole, se sont considérablement détériorés. Ils sont détériorés de 17% en 2005, alors que les prix du pétrole augmentaient de 88%, donc par rapport donc à 2003. Autre impact, la détérioration des termes de l'échange a eu un impact grave sur notamment la balance des paiements de nombreux pays pauvres à faible revenu. Vous avez ici quelques exemples, le Lesotho, la Moldavie, le Togo, la Jordanie, etc. etc. Vous voyez dans la colonne de gauche l'impact de la détérioration des termes de l'échange, qui est quand même considérable, et en orange ici, le déficit de la balance des paiements de ces pays pour les années 2007, 2008, etc. Vous voyez que l'impact pour certains pays a été extrêmement considérable, en particulier pour des petits pays comme le Vanuatu, mais aussi pour des pays comme la Jordanie ou la Jamaïque, etc. Le problème est aggravé par le fait que les facteurs qui permettaient avant aux pays au développement d'absorber les chocs macroéconomiques auxquels ils faisaient face, d'absorber les augmentations des prix des matières premières, se sont détériorés. Vous voyez ici une comparaison entre il y a 4 ans et l'année dernière de 3 indicateurs macroéconomiques importants. D'une part, l'inflation. Ceci est un graphique pour les pays importateurs de pétrole, à l'exception de la Chine. Vous voyez que l'inflation s'est considérablement augmentée. Le déficit de la balance des paiements, le déficit du compte courant de la balance des paiements, s'est aussi aggravé. Et enfin, la croissance des exportations s'est réduite très fort, étant l'effet de cela. Et d'autre part, comme vous le voyez ici, par la comparaison de l'inflation mondiale, à la fois pour les pays à haut revenu et pour les pays en développement, vous voyez que l'inflation ne cesse d'augmenter, ce qui donc crée une situation assez grave. Alors maintenant, je voudrais vous donner quelques
quelques données sur l'impact qu'a eu la crise des prix des aliments sur la pauvreté et sur les inégalités des revenus dans les pays en développement. Je vous donnerai évidemment des exemples, et bien entendu, il n'est pas toujours facile d'avoir des estimations quantitatives de cela, parce que ça requiert évidemment des données d'enquête sur les budgets des ménages, etc. Alors voici par exemple des données pour certains pays africains. Vous avez des estimations les moyennes. La moyenne est probablement entre ces deux données. Vous voyez l'impact, par exemple, des pays comme le Niger ou le Mali, qui sont des pays enclavés, ou des pays à gouvernement fragile comme le Libéria. Vous voyez l'impact en termes d'augmentation de la pauvreté qu'a eu l'augmentation des prix des aliments, qui sont dans une grande mesure importés. Autre exemple, certains pays d'Amérique latine. Voici ici un graphique qui montre le taux moyen d'inflation entre la moyenne et la moyenne pour les ménages à revenus pauvres, où bien entendu la consommation alimentaire représente une part beaucoup plus grande dans le budget. Et vous voyez que la différence est très considérable. Ceci, c'est pour l'année dernière. En dernier exemple de l'impact de la crise sur les inégalités, vous avez ici, d'abord l'exemple de deux pays, l'Albanie et le Nicaragua, et une comparaison entre les parts de budget des ménages pour des ménages pauvres et non pauvres, quoi. Pas nécessairement riches, mais non pauvres. Et vous voyez la différence entre la différence entre pauvres et non pauvres, qui est quand même assez considérable. Alors, comment les gouvernements des pays en développement ont-ils, face à un choc aussi grave, une augmentation, un doublement ou même dans certains cas un triplement de certains prix des aliments, comment ont-ils réagi? Vous voyez ici, c'est un échantillon de 118 pays, les couleurs représentant les agrégats des différents continents. Vous voyez ici qu'en fait, beaucoup de pays ont répondu de la même manière, et pas nécessairement d'ailleurs de manière adéquate, mais enfin, beaucoup de pays ont réduit d'abord l'imposition sur les céréales en particulier. Vous voyez par exemple que au Moyen-Orient ou en Inde et en Asie du Sud, presque 80% des pays ont introduit ces politiques de réduction des impôts, qui évidemment aggravent la situation fiscale. D'autre part, certains pays ont augmenté les stocks. C'est le cas de l'Inde, mais c'est le cas de nombreux d'autres pays aussi. Vous voyez ici, 60%. De très nombreux pays ont introduit des restrictions à l'exportation pour assurer la sécurité alimentaire de leur population. Et enfin, de très nombreux pays, surtout d'ailleurs au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, ont introduit des subventions sur les aliments ou ont contrôlé les prix. Vous voyez ici que ça a été assez général. Alors, la situation est en fait extrêmement grave. Le système mondial même, c'est-à-dire en particulier les flux financiers mondiaux, ne suffisent bien entendu pas pour répondre à cette crise. Pour la première fois depuis 1973, depuis le choc pétrolier de 1973, le monde est frappé par une combinaison de prix records pour le pétrole et pour les denrées alimentaires, ce qui menace, selon les estimations, environ 100 millions d'individus qui sont dans une pauvreté extrême
et risque aussi d'annihiler, d'éliminer les progrès qui ont été effectués ces 7 dernières années pour surmonter la pauvreté. Car, je vous le rappelle, dans les 10 à 20 dernières années, en particulier en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est et du Sud, la pauvreté, le nombre de personnes en situation de pauvreté a considérablement réduit, probablement de à peu près 30%. Et la nouvelle donne actuelle risque de mettre cette situation en péril. La question est de savoir comment on peut répondre à cela. Alors laissez-moi, et bien entendu, il y a eu diverses conférences internationales, à commencer par une réunion, je pense, de la FAO au mois de mai, et puis la réunion du G8 au Japon récemment. Enfin, que fait la Banque mondiale, l'organisme pour lequel je travaille? D'une part, la Banque mondiale a créé un fonds additionnel d'environ 1,2 milliard de dollars pour des situations d'urgence. Les fonds, suite à des études, ont été d'abord distribués à 12 pays prioritaires, dont certains de ceux que j'ai cités, principalement pour le programme alimentaire mondial, pour nourrir les enfants et pour assister les groupes les plus vulnérables dans la population. Mais en plus de cela, il y a une trentaine d'autres pays qui ont fait appel à une assistance de la Banque mondiale. Les demandes qu'elles ont faites représentent un total d'environ 400 millions et la Banque mondiale va puiser dans les ressources de AIDA, International Development Association, l'Association internationale pour le développement, qui est le volet de la Banque mondiale qui prête aux pays les plus pauvres. Et bien entendu, la Banque mondiale continue à faire des études et un suivi pour essayer d'évaluer les besoins. D'autre part, au niveau de l'offre, la Banque mondiale a augmenté ses prêts agricoles et va les augmenter d'environ 6 milliards de dollars dans l'année à venir, ce qui représente une augmentation considérable. Je pense que mon collègue va dire un mot à ce sujet. En particulier pour les besoins au niveau de la production agricole en Afrique et en Amérique latine. Et d'autre part, je pense que c'est là une des tâches les plus urgentes, pour s'assurer de la continuité de toute une série de politiques de protection sociale, de filets de protection, si vous voulez, en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Nous continuerons à donner des prêts ou des dons aux pays qui en ont besoin. Je vous remercie. Merci et bonjour. Merci d'abord pour l'invitation faite à venir intervenir dans le cadre de cette conférence. Intervenant après M. Dethier, il est évident que je vais être amené à revenir sur certains points ou à essayer d'en sauter d'autres pour éviter des redites. En introduction, je voudrais dire qu'il y a 40 ans à peu près, non, il n'y a pas un peu moins de 40 ans, j'entreprenais mes études d'ingénieur agronome et j'avais le privilège de suivre les cours d'un éminent agronome qui était le professeur René Dumont. Et il avait publié quelques années auparavant un livre qui s'intitulait « Nous allons à la famine ». Quand on feuillette à nouveau cet ouvrage, on se dit 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, est-ce qu'on est revenu à la case départ? Et je vous invite éventuellement à vous reporter à cet ouvrage. Il est finalement, il s'avère encore assez prémonitoire. On a parlé de crise alimentaire à partir du mois de janvier, parce qu'on a assisté à des émeutes de la faim qui se sont produites dans des contextes urbains, et on
des raisons de penser que ces émeutes pourraient se renouveler et s'étendre. Mais je voudrais rappeler, et d'ailleurs M. Dethier l'avait évoqué aussi, que cette crise alimentaire intervient sur un fond de crise alimentaire, dans la mesure où on avait déjà 850, 860 millions de personnes dont on considérait qu'elles n'avaient pas accès à une nourriture suffisante. Si on ne peut pas qualifier ça de crise alimentaire, je ne sais pas comment il faut la qualifier. Et ceci, malgré les engagements pris par la collectivité internationale d'essayer de réduire entre 1995 et 2015 de moitié le nombre de personnes vivant de la pauvreté, le nombre de personnes souffrant de malnutrition. S'il y a eu des progrès à certains endroits du monde, la situation s'est plutôt dégradée dans d'autres. Alors ça intervient déjà sur ce fond, sur ce contexte. Alors, crise alimentaire, on l'a caractérisée par une hausse relativement généralisée des prix des matières premières agricoles. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit M. Dethier. Effectivement, on a observé des hausses spectaculaires, alors qu'il s'agisse du blé, du maïs, du riz, mais aussi des exceptions dans ce contexte général, c'est-à-dire que, disons globalement, la viande n'a pas connu de hausse aussi spectaculaire. Un certain nombre de produits comme le coton, le café, le cacao ont aussi connu une relative, j'allais dire, stabilité par comparaison avec ce qui se passait ailleurs. Et on a donc des évolutions contrastées. D'un côté, en forte hausse, céréales, oléagineux. On a le cas particulier du lait qui est la conséquence de problèmes survenus en Europe. Et puis on a des hausses beaucoup plus modérées pour la viande et les produits des pays tropicaux. Là aussi, on l'a évoqué précédemment, c'est une hausse qui est conjuguée et en partie liée à la hausse de l'énergie. Et ça n'est pas une situation entièrement inédite, dans la mesure où on avait, au début des années 70, vécu un autre choc dans lequel on avait simultanément un accroissement spectaculaire du prix de l'énergie et puis aussi un accroissement des prix des matières premières. Et à quoi avait-on assisté? Des matières premières agricoles, et notamment sous l'effet d'achats massifs de blé par l'URSS qui venait de connaître des récoltes assez médiocres. Et je mentionne qu'à cette occasion, les États-Unis avaient été amenés à décréter un embargo sur leurs propres exportations de soja pour éviter que le prix du soja sur le marché intérieur n'augmente trop. Si je prends la peine de rappeler cet élément à caractère historique, on pourrait dire, puisque c'était donc 1972-73, c'est qu'on peut essayer de faire la comparaison avec les réactions vis-à-vis d'autres pays, notamment par exemple l'Argentine, dont les responsables politiques n'ont pas craint de devoir affronter une situation politique difficile en décrétant des taxes sur les exportations de soja au cours du début de cette année. Alors, si on met les hausses en perspective, on peut constater que, en fait, si elles sont spectaculaires, si elles sont difficiles à vivre, le prix du maïs n'a pas atteint encore, en termes réels, les prix atteints au cours de ce premier choc auquel je faisais allusion. Mais malgré tout, ça constitue un renversement d'une tendance longue qui était caractérisée par une baisse régulière des prix des produits agricoles. Alors, sans vouloir trop revenir sur toute la liste possible des causes qui ont contribué, des facteurs qui ont contribué à cette hausse, je voudrais attirer votre attention sur la hiérarchie que l'on pourrait proposer pour ces facteurs. Bon, alors, d'un point de vue d'économiste, on peut dire qu'il y a des causes qui sont liées à la demande, et en premier lieu l'augmentation de la production de biocarburants, mais j'y reviendrai parce que évidemment c'est une de mes grandes préoccupations, la hausse de la consommation de produits alimentaires liée à la croissance démographique qui, elle, continue, même si elle se ralentit, et liée également au niveau de vie et aux habitudes alimentaires qui commencent à changer, notamment dans des pays émergents.
Et on a évoqué la spéculation financière, on a évoqué aussi la spéculation des commerçants en termes de ceux qui sont spécialisés dans les échanges de produits agricoles. Il y a des causes qui sont liées à la faiblesse de la production, baisse de la production à caractère conjoncturel, calamité naturelle. On sait que, par exemple, pour le blé, ça a été le cas des mauvaises récoltes en Australie. Et en tendance, et j'y reviendrai parce que c'est des éléments importants, le ralentissement des hausses de productivité dans la production agricole, la libéralisation du commerce et la concurrence des importations dans un certain nombre de pays, et la crise des agricultures vivrières. Alors, évidemment, pour mémoire, l'augmentation du prix du pétrole et les restrictions à l'exportation des produits agricoles dans un certain nombre de pays. Il faut quand même revenir sur un certain nombre de facteurs qui ont été pointés du doigt. La hausse de la consommation, c'est un élément qui pourrait être préoccupant concernant deux grands pays sur le plan démographique et sur le plan économique, c'est-à-dire la Chine et l'Inde. Je pense que ça va créer des pressions dans l'avenir, mais il faut peut-être rappeler que dans le contexte actuel, si la Chine consomme 1/5 du blé, du maïs, du riz, du soja produit à l'échelle internationale, la consommation de viande actuellement, ou du moins en 2003, est de 36 kg par habitant. Donc on est très loin des niveaux de consommation en Occident. Il en est de même pour l'huile végétale, par exemple. Il faut aussi souligner que la balance commerciale agricole de la Chine reste excédentaire, qu'elle reste exportatrice nette de céréales, ça ne sera pas toujours le cas. Mais donc, vous voyez que dans les facteurs de la crise actuelle, il faut mettre ça en perspective. Et si elle est importatrice nette d'oléagineux, elle reste exportatrice de tourteaux. Et par ailleurs, elle a réduit ses objectifs de production d'éthanol à la suite des événements que l'on a connus. Quant à l'Inde, elle aussi reste exportatrice nette de produits agricoles. Alors évidemment, on a évoqué le fait qu'elle avait apporté des restrictions aux exportations en 2007. Là aussi, l'Inde reste exportatrice de tourteaux d'oléagineux, de viande et de produits laitiers. C'est important à rappeler. Mais malgré tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste préoccupant en termes de développement futur. Biocarburants. Aux États-Unis, on a effectivement assisté à la combinaison d'une baisse de la production et d'une hausse de l'utilisation énergétique. Donc, effectivement, un des facteurs qui a contribué à une baisse drastique des stocks. Et on peut craindre qu'au moins pour l'avenir, l'année en cours, ce phénomène soit accentué, puisqu'on a assisté à une baisse des ensemencements en maïs aux États-Unis, parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus rentable encore de produire du soja que du maïs. Et puis, comme vous le savez, les éléments climatiques vont jouer également, les récoltes seront moins bonnes. Alors, ça, c'est un élément. On évoque la spéculation financière. Les fonds spéculatifs contrôlent, d'après un certain nombre d'informations de la Commodity Futures Trading Commission, 1/5 des contrats à terme. Et c'est un phénomène qui est relativement récent et tout à fait préoccupant, parce que ça peut jouer sur la volatilité aussi beaucoup plus grande des prix. Mais si on peut lister un certain nombre de facteurs, donc utilisation de biocarburants, augmentation de la consommation, spéculation et restrictions aux exportations, et on a eu des modèles qui ont été produits par les uns par les autres, par l'IFPRI, pour essayer de mesurer la contribution relative de chacun de ces facteurs à cette crise, à cette explosion des prix alimentaires. Peut-être qu'il ne faut pas oublier que, d'un côté, s'il y a de la spéculation, si des spéculateurs s'intéressent au marché des céréales, c'est qu'ils appréhendent, ils anticipent une hausse des prix de ces matières premières. Et pour qu'il l'anticipe, il faut qu'il y ait des causes précédentes, sous-jacentes à ce phénomène. De la même manière, si des pays ont été amenés à prendre des mesures qu'on peut regretter du point de vue de la logique commerciale, des mesures de restriction aux exportations, c'est parce qu'ils constataient aussi une tension sur ces mêmes marchés. En quelque sorte, dans le temps,
vous avez des causes, des facteurs qui ont joué en premier et d'autres qui sont venus exacerber, aggraver ces tendances. Je pense que c'est important de mettre ça en perspective. Il y a d'autres facteurs, comme le ralentissement. Oui, c'est plus visible sur l'écran que sur mon propre écran, mais vous avez un ralentissement des hausses de productivité dans un certain nombre de productions, maïs, riz, blé, depuis un certain nombre d'années. Vous avez des écarts croissants de rendement que l'on observe entre ceux des pays développés et ceux des pays en développement. Une autre illustration. Et vous avez d'autres facteurs qui sont défavorables à l'augmentation de la production. Bon, évidemment, un certain nombre de mécanismes commerciaux. Les politiques agricoles en vigueur dans les pays du Nord, on l'a souvent signalé, et il faut effectivement le répéter, en termes de distorsion et de dumping sur les marchés internationaux. Puis vous avez aussi, depuis un certain temps, la faiblesse du soutien apporté à l'agriculture dans les pays en développement. Alors, est-ce que cela veut dire que le monde est à nouveau menacé par la famine? Je rappelle que, de toute façon, avant cette crise alimentaire, cette nouvelle phase de la crise alimentaire, il y avait déjà beaucoup de gens qui souffraient de la faim. Par ailleurs, la croissance de la population, je l'ai déjà dit, a ralenti, il va continuer à ralentir. On peut considérer, un certain nombre d'experts sont d'accord là-dessus, qu'il existe actuellement suffisamment de terres agricoles et de terres en réserve pour nourrir correctement toute la planète, et qu'il existe aussi beaucoup de possibilités d'augmenter les rendements. Il se trouve qu'à l'automne 2007 a été publié le rapport annuel de la Banque mondiale sur le développement dans le monde, qui était donc dénommé rapport 2008 sur le développement dans le monde, et que le chapitre principal était consacré à l'agriculture. C'est important à souligner parce que ça, c'est donc 2008. Le précédent rapport de la Banque mondiale qui consacrait son chapitre à l'agriculture remonte à 1982, c'est-à-dire 26 ans. Et j'aurais tendance à dire que c'est un peu l'illustration d'une réalité selon laquelle l'agriculture a été relativement négligée pendant des décennies. Alors, ce rapport 2008 reconnaît le rôle primordial de l'agriculture dans le développement économique. Et ça, c'est un constat qu'il est intéressant de relever. Ce rapport souligne l'importance essentielle de la petite agriculture dans ce même développement économique. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il sacrifie peut-être au mode du temps et il privilégie les mécanismes de marché sur le rôle de l'État dans le développement agricole. Et pour moi, on aura probablement l'occasion d'y revenir dans la discussion, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Et puis, il fait relativement l'impasse sur le rôle d'un certain nombre d'agents, et notamment les multinationales dans l'agroalimentaire. Donc, l'agriculture des pays en développement a été relativement négligée pendant des décennies. Pourtant, elle est au cœur des négociations commerciales, comme on le sait. Mais on peut se demander si le modèle de développement agricole sous-jacent n'était pas erroné, dans le sens où il résultait d'abord d'une série de plans d'ajustement structurel qui invitaient les États à réduire fortement leur type d'intervention et pour pouvoir réduire leur endettement. On constatait que l'agriculture n'était plus une priorité dans l'agenda du développement et que lorsqu'on parlait de l'agriculture et de développement agricole, on tendait à privilégier une vision, j'allais dire, techniciste, en disant tout ça, c'est une question de disponibilité de semences améliorées, d'engrais. Bon, et c'était au cœur même de la révolution verte, sans saisir l'importance des facteurs institutionnels. Et puis, comme je l'ai évoqué, on mettait la priorité sur le commerce avant même la production. Le rapport aussi entre crise alimentaire et l'échec récent des négociations, ou la suspension des négociations de la ronde de Doha, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que cette ronde de Doha avait été appelée dès le départ la ronde du développement. Vous savez, elle a été lancée dans la suite des événements dramatiques du 11 septembre, où on se disait qu'il fallait prendre conscience qu'il
il y a une solidarité internationale à renforcer, et notamment elle passe par le développement des pays les plus pauvres. C'est pour ça qu'on avait appelé la ronde du développement, cette ronde de Doha. Or, pour ceux qui ont suivi les dernières phases des négociations, juste avant la rupture, vous aviez un groupe de 7 pays qui menait cette ronde. Il y avait les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie, le Japon, et de l'autre côté, la Chine, l'Inde et le Brésil. 3 pays émergents. Où étaient les pays en développement? Peut-on dire que l'échec aura un impact prévisible sur la crise alimentaire? Bon, il est un peu trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y sera relativement limité dans le sens où cette crise alimentaire doit beaucoup plus à des facteurs structurels, à des facteurs démographiques, à des facteurs résultant de décisions, de choix politiques de production ou d'utilisation des céréales que de variations dans les niveaux de protection. Et puis on peut se demander dans quelle mesure la libéralisation des échanges depuis l'accord de Marrakech sur l'agriculture, quel impact ça a eu sur le fait d'éviter une telle crise alimentaire. Alors, ceci dit, comment envisager l'avenir? Pour les pays en développement, ça passe par la reconnaissance du principe de la souveraineté alimentaire. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, y compris dans les pays du Nord, mais il a un sens tout particulier pour les pays du Sud. Et ça passe en première étape par le développement des agricultures vivrières. Parce que c'est à travers le développement, la modernisation de ces agricultures vivrières que ces agricultures vivrières vont devenir des agricultures marchandes et vont développer un excédent, c'est-à-dire permettre de nourrir ceux qui en vivent, ceux qui travaillent dessus, mais ensuite développer cette production et développer la partie commercialisable. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Les pays du Nord ont vécu un contexte tout à fait particulier dans leur modernisation de l'agriculture, disons à partir des années 30 et surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est, je dirais, ce contexte qu'il faut essayer de trouver, de produire, de rétablir pour les pays du Sud. Cette combinaison particulière de politique agricole et de production. J'utilise ce terme même s'il s'en le souffre pour certains, mais on ne peut pas développer une agriculture dans le stade où ces agricultures se trouvent dans la plupart des pays en développement sans qu'il y ait un minimum de protection. Vous savez que l'échec l'interruption des négociations à Genève portait sur l'intransigeance de l'Inde en ce qui concerne les mécanismes, les clauses spéciales de sauvegarde, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter le niveau de protection à partir du moment où les importations dépassaient un certain seuil. Ce que l'Inde défendait pour elle-même, c'est particulièrement important pour l'ensemble des pays en développement. Et sur le plus long terme, eh bien, ça veut dire qu'il faut revoir le modèle de développement agricole, selon les différents points que j'ai évoqués, et probablement aussi envisager de modifier les modèles de consommation alimentaire. Je vous remercie. D'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier la Liesse et puis l'INM pour l'invitation. Je suis originaire du Québec, étant en Saskatchewan. C'est toujours plaisant de voir qu'on n'est pas oublié au milieu de l'Ouest. Alors, je vous remercie pour l'invitation. Comme mentionné plus tôt, d'abord, c'est pour ça que souvent on a un panel, c'est pour partager des opinions divergentes. Et puis moi, c'est sûr que j'ai une opinion différente par rapport à la crise alimentaire. Je vous invite à parcourir le chemin de l'optimiste. Moi, je suis un optimiste de nature. Et puis, la crise alimentaire, moi, je la considère non seulement comme une situation qui est évidemment préoccupante, une situation qui est importante, mais en fait, c'est une situation qui est nécessaire pour l'avenir de l'humanité en général. Alors, ce que l'on vit actuellement est une phase qui est essentielle pour mener à un meilleur chemin, disons, pour les pays en voie de développement et aussi les pays riches comme le Canada.
Alors, il y a deux faces actuelles à la crise alimentaire. Dans le fond, il y a la situation qui préoccupe les pays riches et aussi il y a la situation qui préoccupe les pays moins nantis. Quand on pense à la famine, comme M. Dubailleul mentionnait plus tôt, il y a 25 000 personnes qui meurent de famine à chaque jour dans le monde, tandis que aux États-Unis, au Canada inclus, il y a du gaspillage, il y a 100 milliards de tonnes de nourriture gaspillée à chaque année. C'est 200 kilos de nourriture gaspillée par année par personne. Donc, c'est beaucoup de nourriture. Alors, il y a vraiment, là, on voit qu'il y a deux mondes actuellement qui se passent. Est-ce qu'il y a une crise alimentaire? En fait, dans le fond, la réponse, c'est ça dépend où ce qu'on vit. Au Canada, on est mieux équipé, je pense, de gérer la crise que, par exemple, les pays en Afrique ou en voie de développement. Alors, ce matin, ce que je veux faire, c'est que je vais énumérer un peu les défis qui préoccupent les deux, les pays riches et aussi les pays moins nantis. Et ensuite, je vais vous présenter un peu un scénario que moi, je considère comme souhaitable pour le monde, pour gérer la crise alimentaire. Alors, je vais émettre, ni plus ni moins, mon point de vue là-dessus. Alors, pour les pays riches, évidemment, la structure de l'offre est en transformation constante de plus en plus et la cadence s'est accentuée depuis 5-10 ans. Et dans le fond, on applique un peu la stratégie de la myopie agroalimentaire, ce que j'appelle. Autrement dit, on a plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, qui misent essentiellement sur l'exportation. Le libre-échange, c'est l'exportation, mais on ne pense pas nécessairement à en quoi les importations peuvent influencer notre structure économique agroalimentaire au niveau domestique. Au niveau de la production, on a une production de plus en plus performante partout au sein des pays développés. On parle de 30 millions de tonnes de grains de plus par année actuellement, comparativement à 2007. Donc, on voit qu'il y a une augmentation au niveau de la technologie, au niveau de la production. Le secteur des secondaires, la transformation alimentaire est en déséquilibre. On le voit même au Québec, Olimel, tout ça, on voit que de plus en plus, on mise vers les pays en voie de développement pour faire de la transformation et on oublie un peu ce secteur-là. Ça se passe un peu partout, même dans l'Ouest canadien où je réside actuellement, c'est le même phénomène. L'irrigation, l'eau, on n'en a pas parlé encore, mais l'eau, bien là, évidemment, avec l'été qu'on a, on a beaucoup discuté à croire qu'on manque d'eau, là. Mais il y a un manque d'eau. Dans l'Ouest canadien, c'est le problème majeur pour ce qui est de l'agriculture. On n'a pas les technologies en place pour assurer une bonne irrigation pour les céréales et les champs. Et dans les pays en voie de développement, en Australie, c'est un problème qui les frappe depuis 10 ans maintenant. Mais il y a plusieurs pays où l'eau est un problème. Et puis ça, c'est un défi de taille. Le développement durable, c'est bien de produire, mais il faut d'abord penser à long terme. Et ça, c'est quelque chose qui, si on regarde évidemment l'évolution de l'humanité, c'est quelque chose qui est relativement récent comme optique. L'optique du développement durable, ça devient de plus en plus important et avec raison. Au niveau de la demande, les consommateurs consomment avec une conscience de plus en plus, partout dans les pays riches. On parle de traitement éthique envers les animaux, les OGM, les produits biologiques, le commerce équitable, etc. On a affaire à des marchés qui sont de plus en plus fragmentés. C'est de plus en plus compliqué de faire affaire avec les consommateurs parce que on a un marché qui se fragmente de jour en jour, de semaine en semaine. Et l'offre n'est pas en mesure de s'adapter à cette même rapidité-là, à cette même cadence-là. On a parlé plutôt de volatilité des marchés, on a parlé aussi de agflation, comme on appelle, l'inflation des prix des commodités. C'est quand même assez spectaculaire, mais moi, je considère ce qu'on vit actuellement comme étant un rattrapage. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça me rassure que de voir les journaux aujourd'hui et de voir en première page, en manchette,
l'alimentation. Les gens sont de plus en plus préoccupés par l'alimentation et je suis content que la salle est pratiquement full aussi, remplie ce matin, parce que les gens se préoccupent de l'alimentation. Il y a 10, 15, 20 ans, les consommateurs rentraient dans leur magasin et ne se demandaient pas vraiment d'où venaient les produits. C'était pratiquement des groupes marginaux qui le faisaient. Et maintenant, c'est pratiquement rendu, là, c'est nécessaire, c'est essentiel. Les consommateurs se responsabilisent par rapport à leur choix. Et ça, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Il faut le reconnaître et, en fait, il faut l'encourager aussi. Les prix au détail dans les pays riches augmentent. Aux États-Unis, on parle de 7 au Mexique, 6,5 au Canada, on parle de 3-4 à peu près, là. Et ça risque d'augmenter encore. Les prix augmentent en aval et en amont, évidemment, et au niveau du marché, les consommateurs n'ont pas nécessairement subi le coût encore, le vrai coût d'augmentation des produits, mais ça s'en vient, c'est une question de temps. Donc, on va forcer les consommateurs à prendre de nouveaux choix, à faire des choix de façon tout à fait différente. L'innocuité alimentaire, ça, c'est un domaine qui me tient à cœur, évidemment. On parle de vaches folles, on parle le cas de salmonelle de tomates récemment. Les consommateurs se questionnent sur ces choses-là, tandis que dans les pays pauvres, se nourrir principalement est vraiment la préoccupation, tandis que nous, en Occident, on se préoccupe à savoir si nos aliments sont salubres. Il y a un autre phénomène aussi qui, à mon avis, est préoccupant, c'est le Farm Bill américain. Le Farm Bill, on parle d'un cachet de plus de 300 milliards de dollars US. C'est beaucoup d'argent. Il y a aussi le programme COOL, Country of Origin Labeling, COOL, qui va être mis en vigueur le 30 septembre. Ça va évidemment forcer le Canada et d'autres pays à trancher de façon différente avec les États-Unis. Et on voit de plus en plus que les pays misent sur le protectionniste. Hein? En fait, c'est l'étiquetage, mais dans le fond, c'est des politiques protectionnistes. Les États-Unis le font. Le Canada le fait aussi d'une façon différente, mais de plus en plus, les pays riches cherchent à protéger leur marché pour protéger leur agriculture. Et à mon avis, ce matin, on doit se poser la question, est-ce que le phénomène de la souveraineté alimentaire, le concept de la souveraineté alimentaire au Canada, est-ce que c'est un concept qui est nécessaire, essentiel, ou est-ce que c'est un concept qui est dangereux en soi? Les corridors de transport, ça, c'est un phénomène extrêmement important. Là, encore une fois, je parle du Canada. Là. On a un pays vaste, mais on n'a pas de densité de population. On est 33 millions de personnes réparties sur un des plus gros pays au monde. Ça pose des problèmes. Si on parle de coûts alimentaires, évidemment, pour mobiliser les produits, ça coûte cher. Et nous, actuellement, au Canada, surtout dans l'Ouest canadien, pour développer les marchés Asie-Pacifique, la Chine, la Thaïlande, tout ça. On n'a pas les réseaux ferroviaires, on n'a pas les gares portuaires, on n'a pas les gares intermodales à travers les pays pour s'assurer d'une efficacité au niveau du transport. Je vous donne un exemple. Actuellement, à Vancouver, pratiquement 50 des conteneurs quittent Vancouver vides. Et ça n'a rien à voir vraiment avec la demande d'un bord ou de l'autre. C'est simplement qu'on n'est pas en mesure de transporter les biens à temps avant que le bateau quitte le port. Donc, on parle évidemment, pour ce qui est de l'environnement, c'est désastreux. On transporte de l'air, tout simplement. Donc, on a un manque d'efficacité au niveau du transport, des corridors. C'est des choses qu'on va devoir regarder, qu'on regarde présentement, mais on va devoir investir davantage. Pour les pays moins nantis, pour les pays moins riches, évidemment, c'est toute une autre histoire. L'insécurité alimentaire, on a parlé de manifestation, c'est clair, pour eux, c'est désastreux. C'est une situation qui est critique. Pourquoi? Parce que ces gens-là se nourrissent de matières premières principalement non transformées. Nous, on a le luxe de manger beaucoup de produits transformés, transformés.
Tandis que dans les pays pauvres, on parle de riz, de blé, on parle de produits, et 70%, dans certains cas, 70% du budget familial est consacré à l'alimentation, tandis qu'ici, au Canada, par exemple, on parle de 10-11%. Et il y a 30 ans, on parlait de 25%. Donc, quand je dis l'alimentation a perdu son charme depuis 25-30 ans, c'est de ça que je parle. L'alimentation compétitionne au voyage à Cancun, aux télévisions 52 pouces. On a dénigré un peu l'importance de l'alimentation. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que la crise alimentaire remet à la surface un élément essentiel à notre survie, la bouffe. C'est important. Il faut investir dans l'alimentation davantage. Au niveau de la demande, évidemment, il y a beaucoup de changements. Les pays pauvres, la Chine, par exemple, c'est un pays, évidemment, avec les Jeux olympiques, on voit ce qui se passe là-bas de plus en plus. Il y a 50 millions de Chinois par année qui quittent le seuil de la pauvreté. 50 millions. Nous sommes 33 millions au Canada. OK? Évidemment, au niveau de la demande, le monde entier en subit les conséquences. Quand on a une classe moyenne qui grossit de 50 millions d'habitants par année, c'est certain qu'il y a des répercussions à ce genre de phénomène-là. Alors, il faut s'adapter, évidemment. Alors, il y a une recherche qui se crée, et lorsque un pays augmente sa capacité de production ou devient de plus en plus riche, gagne une capacité de transformer des céréales en protéines. Alors, la Chine consomme de plus en plus de viande, de poulet, de bœuf, etc. Et évidemment, pour faire 1 livre de poulet, de bœuf, excusez-moi, il faut 8 livres de céréales environ. Alors, vous voyez qu'au niveau de la demande des céréales, il y a une augmentation énorme. Et il faut gérer ça. Il y a un autre phénomène qui fait mal aux pays pauvres, c'est les subventions agricoles. Le Canada est un des responsables. On subventionne notre agriculture. Alors, au niveau de 20-21 %, les États-Unis ne sont pas mieux. Les Japonais, l'Europe subventionne l'agriculture au-delà de 40 %. Est-ce qu'on laisse une chance aux pays pauvres de développer une richesse de par leur agriculture? C'est très difficile pour ces pays-là de pouvoir s'en sortir eux-mêmes si les pays riches continuent à subventionner leur agriculture comme ils le font actuellement. Un autre phénomène qu'on n'a pas discuté tantôt, c'est la corruption dans certains pays. C'est un sujet qui est un peu tabou. Souvent, on n'en parle pas plus qu'il faut, mais la corruption, c'est un élément majeur qui empêche le développement économique des pays pauvres. J'ai un copain à moi, actuellement, à Regina, qui, d'ailleurs, était professeur ici à l'Université Laval pendant à peu près 5 ans. Il s'est joint à nous il y a peut-être 10 ans. Il provient du Congo. Alors, au début de l'été, lui a décidé d'acheter un pick-up, des équipements pour l'agriculture et d'expédier tout cela au Congo. Alors, lui, il a expédié ces produits-là et s'est assuré d'être là la journée où l'équipement était pour arriver au Congo. Et puis là, aujourd'hui, encore, la semaine passée, j'ai eu des nouvelles de lui par courriel. Il n'a toujours pas réussi à rentrer les équipements au port, puisqu'on lui demande évidemment toutes sortes de commissions, des choses comme ça, pour assurer la sécurité des produits. Alors, vous voyez qu'il y a encore des problématiques sur le sol qui sont à régler et évidemment, ce n'est pas demain la veille que ça va se régler. Donc, le scénario souhaitable, à mon avis, pour ce qui est de l'hémisphère nord, des pays riches, je pense que les prix, les commodités des produits agricoles sont à un prix très élevé et doivent évidemment continuer à être élevés. Pourquoi? C'est pas compliqué. Si nous voulons offrir des prix réduits en alimentation, il va falloir s'assurer que l'alimentation, pour qu'on puisse s'assurer que l'alimentation est abordable, il va falloir que les prix augmentent un petit peu, au détail, au long de la chaîne alimentaire. Pourquoi? Pour attirer de l'investissement. Je vais vous donner un exemple.
Moi, je viens de la Saskatchewan. La denrée la plus importante en Saskatchewan, c'est la potasse. Le monde n'a pas vu une nouvelle mine de potasse depuis 1983. La raison est fort simple. Le prix de la potasse était déprécié au maximum depuis plusieurs années. Aucune mine n'est intéressée d'investir des milliards de dollars en production, parce que quand on parle d'ouvrir une mine de potasse, on parle d'un investissement en 2 et 3 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et pour faire ça, pour assurer les investisseurs, bien, il faut s'assurer que le projet va être profitable à long terme. Non seulement qu'il faut avoir du monde, mais il faut avoir les prix sur les marchés. Le prix de la potasse était déprécié au maximum. Maintenant, puisqu'il y a un manque d'offres, le prix de la potasse est rendu à pratiquement 600 $ la tonne et on pense que d'ici la fin de l'année, on parle de 800 à 1000 $ la tonne. Alors, ce qui est arrivé, bien, il y a plusieurs compagnies qui annoncent des ouvertures de mines. Donc, va produire de la potasse. Et pourquoi je parle de potasse? C'est un produit fertilisant. C'est un produit qui va permettre à d'autres agricultures d'émerger dans des pays pauvres. Les prix sont très élevés là, mais si on augmente l'offre, évidemment, le prix sur les marchés va baisser. Et la potasse va devenir abordable pour les pays qui sont moins riches. Et les pays vont devenir de plus en plus performants. En Ukraine, par exemple, un pays qui est plus ou moins riche, a 34 millions d'acres actuellement qui sont non utilisés puisqu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des fertilisants pour produire des céréales. Alors, si on permet à ces pays-là d'acheter des fertilisants, on va être en mesure de leur donner l'opportunité d'augmenter leur capacité de production et de se sortir un peu de la misère et de créer une richesse pour eux-mêmes. Un autre élément que je pense qui est souhaitable, c'est... Je veux juste ouvrir une petite parenthèse sur l'éthanol. L'éthanol, je trouve que souvent l'éthanol a le dos large. Oui, il y a certaines politiques publiques qui ont affecté les prix des commodités, mais c'est surtout vraiment, à mon avis, la spéculation boursière, la spéculation sur les marchés qui a vraiment fait mal, qui a accentué les prix d'une façon très rapide. Et le George Morris Institute à Guelph vient de sortir une étude au mois de juin qui, justement, démontre que les politiques en matière agricole, pour ce qui est de l'éthanol, ont affecté les prix, mais pas autant que la spéculation boursière. Ce que je souhaite, c'est que la structure de la filière en éthanol change. D'utiliser des biens comestibles pour l'énergie, c'est peut-être pas la meilleure idée. Il va falloir développer d'autres filières, comme la cellulose, par exemple, des fibres non comestibles pour produire de l'éthanol. L'éthanol, à mon avis, est un élément très, très intéressant pour développer la richesse dans les régions. Depuis plusieurs années, moi, je viens d'une région du Québec, là. On voit les jeunes quitter les régions, tout ça. Les usines d'éthanol est un espoir pour les pays riches de créer des emplois en région, chose qu'on a beaucoup de difficulté à faire ces temps-ci. Au niveau de l'hémisphère sud, évidemment, et je vais terminer là-dessus, j'ai d'autres points, mais essentiellement, le point le plus important, à mon avis, pour venir au point de M. Dubailleul, c'est le cycle de Doha. Je pense que soit qu'on croit aux négociations multilatérales, soit on n'y croit pas, soit qu'on croit au libre-échange ou on n'y croit pas. Moi, je crois au libre-échange et je crois aux négociations multilatérales. Alors évidemment, de surcroît, je crois au cycle de Doha. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait une conclusion au cycle. Je ne pense pas que c'est terminé. Je pense que ça va continuer. Et si on est en mesure d'arriver avec une entente au cycle de Doha, on va être en mesure de tempérer le rôle des pays riches et donner une chance aux pays pauvres de s'en sortir eux-mêmes et créer une richesse de par l'agriculture par eux-mêmes. Et, évidemment, créer un monde plus équitable entre les pays riches et les pays pauvres. Merci.
Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier l'INM et la chaire publique pour cette invitation et mes co-panélistes que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Et j'ai bien hâte de vous entendre aussi dans la salle pour qu'on débatte, parce que je pense qu'il y a effectivement bien des questions qui méritent d'être débattues. Moi, d'entrée de jeu, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que s'il y a une chose à retenir, et ce qui me semble ressortir de toutes les présentations, c'est que s'il y a une crise alimentaire en ce moment et s'il y a de la faim dans le monde depuis déjà trop longtemps, en fait, depuis toujours, ce n'est pas par manque de nourriture, en tout cas pas en ce moment, mais véritablement par un manque de justice. Selon les experts, on pourrait nourrir, si on modifiait nos modes de production, de transformation et de distribution, plus de 12 milliards de personnes. Ça vient d'un rapport de la FAO. Et là, j'aimerais répondre à la question qui a été posée au panel, à savoir, est-ce que la crise alimentaire mondiale est le symptôme d'une culture d'appauvrissement? Et à cette question-là, je répondrais oui, très clairement. Et je mettrai l'emphase sur un appauvrissement de deux ordres. D'abord d'ordre social et économique, et ensuite d'ordre écologique et environnemental. Et tout ça dans un contexte très paradoxal, parce que ce qu'on constate, c'est qu'au cours des 50 dernières années, ce qu'on a fait, c'est essayer d'augmenter la prospérité mondiale et faire croître le PIB mondial. Ce qu'on a d'ailleurs parvenu à faire au cours des 50 dernières années, le PIB mondial par habitant a triplé. Ceci dit, les inégalités ont elles aussi augmenté et ce qu'on n'a pas été capable de faire, c'est de répartir cette richesse-là. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'inégalités à travers le monde et que la crise alimentaire mondiale est un signe flagrant de cet échec-là à partager la richesse de manière équitable. Appauvrissement socio-économique, quand on parle d'augmentation des inégalités, pour vous donner quelques chiffres intéressants que j'ai tirés du Programme des Nations Unies pour le développement, il disait que, en fait, les historiens s'entendent généralement pour dire et estiment que jusqu'à la fin du 18e siècle, les écarts de richesse entre les civilisations étaient peu importants. En 1820, l'écart entre les pays plus riches et les plus pauvres était d'environ 3 à 1. En 1913, il passe de 11 à 1. En 1975, il passe de 35 à 1. En 1992, il passe de 72 à 1. Et si on prend les chiffres de 2006, eh bien, la population des 10 pays les plus riches était 279 fois plus riche que la population des 10 pays les plus pauvres. Donc, inégalité entre pays, merci, mais inégalité également entre individus. Un petit exemple de ça, c'est lorsqu'on prend les actifs des 3 individus les plus riches de la planète, eh bien, ils sont supérieurs au PIB des 29 pays les plus pauvres de la planète, qui comptent 407 millions de personnes. 3 individus versus 407 millions de personnes. Tout ça, ça peut sembler comme des statistiques, des chiffres. Nous, on est bien assis ici, on aura à manger tout à l'heure. La plupart d'entre vous avaient certainement déjeuné ce matin. Mais au-delà de ces statistiques-là, il y a des vies humaines, des vies qui pourraient être les vôtres, qui pourraient être celles de vos enfants. Et il y a une véritable forme de terrorisme, si on veut, économique, qui s'applique lorsqu'on considère l'ampleur des ressources et la manière dont ils sont mal distribués, notamment à cause de certaines politiques commerciales qui sont basées avant tout sur l'exploitation des ressources, non seulement environnementales, mais humaines, et qui carburent, en fait, qui ne tient pas compte des coûts environnementaux et sociaux qu'ils génèrent. De là, la dette environnementale et sociale qui s'accumule. Donc, tout à l'heure, je vous parlais je donnais quelques chiffres, je voudrais juste en relever un autre. Et ça, c'était avant la crise alimentaire qui sévit en ce moment. Donc, en 2007, il y a 6 millions d'enfants qui sont morts de faim avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. 6 millions d'enfants, c'est comme si, en termes de nombre de morts, le 11 septembre, les décès qu'il y a eu le 11 septembre, se répétaient 5 fois par jour
pendant toute une année et seulement avec des enfants de moins de 5 ans. De là mon utilisation du terme terrorisme quand on connaît ce partage inéquitable des ressources. Donc, la pauvreté tue clairement parce que si les gens n'ont pas suffisamment à manger, c'est évidemment parce qu'ils n'ont soit pas les moyens de s'acheter de la nourriture, ce qui est le cas pour 50% de la population, et dans le cas de gens qui habitent dans le milieu rural, parce qu'il y a toujours environ 50% de la population qui vit dans le milieu rural, il y a aussi la question de l'accès aux terres. En fait, le problème de l'accès aux terres, c'est un problème qui est présent en fait pour tous, mais dans les pays du Sud, qui est aussi exacerbé. Ensuite de ça, je parlais d'un appauvrissement d'un autre ordre en début et d'un appauvrissement écologique. Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos pratiques économiques entraîne une dette environnementale et des pertes de richesse, donc un appauvrissement qui est extrêmement important. Et notre mode de production agricole et notre mode de consommation contribuent grandement à cet endettement environnemental. On a un système agroalimentaire qui est extrêmement énergivore. Pourquoi est-ce que la crise du pétrole nous affecte autant? C'est parce que nos modes de production, mais aussi nos modes de distribution dépendent de l'utilisation d'énergie de manière incroyable. Et particulièrement dans les pays les plus riches où on a, si on veut, on bénéficie d'énormément de produits importés parce qu'on est dans un marché où il y a de l'argent. Et c'est ce qui est important de savoir, c'est que dans le système actuel, les denrées ne se déplacent pas nécessairement vers les lieux où les besoins sont les plus criants, mais vers les lieux où il y a le plus d'argent. Et dans ce sens-là, ce qu'on a pu constater au cours des dernières années, c'est que le marché n'est pas à même de s'assurer, de par sa nature et son fonctionnement, un partage équitable, étant donné que l'argent et les ressources sont distribués de manière inéquitable. Je vais juste vous lire un petit extrait d'un rapport. Vous essayerez de deviner qui l'a écrit. L'activité humaine met une pression si forte sur les fonctions naturelles de la Terre que nous ne pouvons plus prendre pour acquis la capacité des écosystèmes de la planète à soutenir les générations futures. Les activités humaines ont mené la planète vers un point limite, au-delà duquel on peut s'attendre à une vague massive d'extinction des espèces, renforçant encore la menace sur notre propre bien-être. La pression sur les écosystèmes va augmenter de manière globale dans les décennies à venir si les attitudes et les actions humaines ne changent pas. Donc, même de la part de gens provenant de la Banque mondiale, et on a pu le voir aussi dans les conclusions tirées du rapport sur l'agriculture, il y a un constat qu'on arrive au bout de certaines limites et qu'il n'y a pas d'économie sans écosystème. Donc, plus on va continuer à hypothéquer nos ressources naturelles, plus on va aussi hypothéquer notre capacité à répondre aux besoins de l'humanité. Ça a été aussi les conclusions du rapport Stern qui étaient davantage liées à l'impact économique des changements climatiques si on n'agissait pas maintenant. On peut penser aussi au rapport du GO4, etc. Donc, les rapports régulièrement sortent les uns après les autres et nous disent « Attention, il faut qu'on modifie notre manière d'interagir avec les écosystèmes, mais aussi avec les individus partout à travers la planète. » Parce qu'une autre chose qu'on constate aussi avec l'augmentation des inégalités à ce niveau-là, c'est qu'ils engendrent une augmentation aussi de l'insécurité au niveau mondial. Et là, ça devient un cercle vicieux parce qu'on dépense plus dans l'armement et on dépense moins dans les programmes de développement et autres. Et finalement, on se retrouve à ne pas prévenir des problèmes et toujours travailler à essayer à un point limite où est-ce que là, il faut intervenir avec des armes plutôt que d'investir dans l'éducation, dans l'accès aux services de base et autres. Un autre facteur, selon moi, qui est assez clair quand on essaie d'identifier les causes, quand on identifie les causes de cette crise alimentaire actuelle, c'est l'échec des politiques internationales et donc l'échec des politiques de libre marché qui, comme je le disais tout à l'heure, font en sorte que les ressources se déplacent là où il y a de l'argent, donc des ressources financières, et non pas là où il y a des besoins. Donc, il va devenir essentiel de mettre en place des politiques
politiques publiques qui vont devoir être évidemment mises de l'avant par des États. En ce sens, je partage le point de vue de M. de Bailleul. Je pense que plutôt que de réduire le rôle de l'État en termes de politique agricole et autres, il faut plutôt le renforcer, mais le modifier afin qu'il s'oriente vers la réponse des besoins alimentaires des populations avant les besoins des marchés internationaux. De là, l'intérêt d'explorer et d'encourager des politiques de souveraineté alimentaire, parce qu'on ne peut pas continuer à considérer les aliments de la même manière qu'on considère le commerce d'autres biens de consommation, parce que l'alimentation, de un, répond à un besoin essentiel de base, de deux, définit aussi notre rapport très intime avec l'occupation du territoire et la manière de redistribuer la richesse dans ce sens-là. Donc, pour parler d'éléments de solutions à mettre de l'avant, je disais d'entrée de jeu que la crise alimentaire était avant tout liée à un manque de justice et non pas d'aliments. Eh bien, ce qu'on doit s'affairer à faire de manière extrêmement urgente, c'est bâtir un système économique qui soit plus équitable, qui permette à tous les humains de la planète de répondre à leurs besoins de base. Et là, on entend souvent dire, oui, mais on n'a pas les moyens de faire ça, on n'a pas les ressources. À l'échelle de la planète, en 2007, chaque jour, il s'est dépensé plus de 3 milliards de dollars. Une grande partie aux États-Unis, mais aussi d'autres pays à travers le monde. 3 milliards de dollars par jour. Selon le Programme des Nations unies pour le développement, si on prenait moins, en fait, des dépenses militaires qui sont utilisées pendant un mois et on investissait ça dans des programmes d'éducation pour les enfants qui n'ont pas accès à l'école, des programmes de soutien alimentaire pour ceux qui n'ont pas assez à manger en quantité et en qualité, programmes de soins médicaux de base et accès à l'eau potable et services sanitaires de base. Donc, on aurait juste besoin des dépenses de moins d'un mois militaires qu'on transférait à ça et très certainement, dans 10 ans, on aurait moins besoin de dépenser dans le militaire pour assurer la sécurité mondiale et prévenir les conflits, parce que l'histoire nous démontre que plus on a d'équité, mieux les ressources sont réparties, plus la population est éduquée, moins il y a de violence et d'insécurité, tant dans les pays qu'entre pays au niveau international. Donc, voir à développer des accords commerciaux qui soient plus équitables. Moi, je pense qu'on a besoin de structures de gouvernance mondiale. C'est impératif d'en avoir. Cependant, leur forme actuelle, comme celle de l'OMC, n'est pas axée vers l'établissement d'un système commercial plus équitable, mais un système qui, au contraire, fait en sorte que les inégalités augmente encore davantage et que les grands gagnants de ce système de libre-échange-là sont quelques grandes entreprises internationales qui, grâce aux accords de l'OMC, peuvent notamment s'approprier des propriétés intellectuelles, je pense aux semences et aux brevets qui existent sur les semences, qui sont vraiment l'apanage de quelques entreprises. Juste pour vous donner l'exemple des 6 aliments les plus consommés de la planète, donc le riz, le maïs, la patate, le soya, le blé et le sorgho, eh bien 70% des brevets sont détenus par 4 compagnies multinationales, Monsanto, Syngenta, DuPont et Mitsui. Donc, on a une impression de choix quand on va à l'épicerie, parce que nos épiceries sont de plus en plus grandes et il y a énormément de produits, sauf que quand on regarde comment ces produits-là ont été produits, l'origine des semences, et quand on regarde aussi à qui appartiennent les grandes marques, on réalise qu'il y a de moins en moins d'acteurs, de moins en moins d'entreprises qui nous nourrissent, et que ce sont des entreprises qui veillent avant tout, qui ont comme mission première l'augmentation de leurs profits, évidemment, et non pas l'alimentation des populations à l'échelle de la planète. Donc, il faut être conscient des structures
qui favorise justement ce partage-là inéquitable et qui influence grandement les politiques aussi internationales. Bon, promouvoir la souveraineté alimentaire, je l'ai dit tout à l'heure, M. de Bailleul l'a bien expliqué aussi. Je parlerai peut-être un petit peu plus, et je terminerai avec ça, sur l'importance de revoir nos modes de consommation en Occident et par là faire sans doute tache d'huile plus largement, quoique pour l'instant, dans les pays les plus pauvres, il n'est pas question de consommation responsable parce qu'ils consomment déjà tellement peu que leur consommation de soie a un très faible impact environnemental et social à l'échelle internationale, contrairement au nôtre. Donc, réduire notre consommation de viande, on l'a abordé tout à l'heure. Donc, l'énergivoracité, si on veut, de la production de viande versus la consommation directe de céréales et de protéines végétales. Privilégier des produits biologiques, locaux et équitables. Donc, une fois qu'on a mis en place des politiques de souveraineté alimentaire pour les surplus et les denrées qui ne peuvent pas être produits localement, je pense au café, au thé, au cacao, alors importons-les, oui, mais assurons-nous que ceux et celles qui les produisent tirent la majorité des bénéfices de ce commerce-là et non pas quelques grandes entreprises qui réinvestissent dans la spéculation et les marchés mondiaux. Ensuite de ça, favoriser des aliments qui sont les moins transformés, les moins emballés possibles, parce que là aussi, il y a une très grande importation de consommation énergétique. Et quand j'ai dit bio, je voudrais briser un mythe parce que ce qu'on entend souvent, c'est de dire que l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne ne parviendraient pas à nourrir l'humanité. Et c'est très intéressant de voir à quel point il y a de plus en plus d'études qui démontrent le contraire. Et d'ailleurs, en mai 2007, il s'est tenu à Rome une très importante conférence sur l'agriculture biologique et la sécurité alimentaire mondiale. C'était une conférence qui était organisée par la FAO. Et je vous lis un extrait de cette conclusion qui dit que une conversion planétaire à l'agriculture biologique sans défrichement de zones sauvages à des fins agricoles et sans utilisation d'engrais azotés déboucherait sur une offre de produits agricoles de l'ordre de 2640 à 4380 kilocalories par personne et par jour. Dans les pays en développement, l'intensification durable de la production agricole par le biais de pratiques biologiques permettrait d'accroître la production de 56 %. En moyenne, le rendement des cultures biologiques est comparable à celui des cultures conventionnelles. On observe cependant une diminution effective des rendements lors du passage du mode de production à fort coefficient d'intra, donc l'agriculture industrielle, à un système de production biologique. À l'inverse, les rendements agricoles sont pratiquement multipliés par 2 dès lors que l'on passe d'un système de production à faible apport d'intrants à des modes de production biologiques. Parce que dans le monde, il y a encore énormément d'agriculteurs qui font simplement ressemer les semences sur la même parcelle année après année, sans nécessairement pouvoir mettre du compost, sans nécessairement pouvoir utiliser des techniques de fertilisation verte, par exemple en semant des variétés qui fixent l'azote au sol et autres. Et donc, c'est intéressant de voir, par exemple, il disait qu'en Éthiopie, la gestion biologique des sols a permis de doubler les rendements agricoles. Au Kenya, 200 000 agriculteurs ont aussi doublé leur rendement de maïs grâce à des techniques de fertilisation naturelle. Et ce qui est important de considérer dans tout ça, quand on dit que l'agriculture biologique offre des rendements élevés, c'est d'autant plus élevé lorsqu'on considère les coûts environnementaux et sociaux, par exemple de l'utilisation importante d'énergie, donc les effets sur les changements climatiques, et également l'importance, la valeur que la préservation de la biodiversité, tant agricole que plus générale. Donc ça, c'est des gains non seulement au niveau de l'écosystème, mais étant donné qu'on dépend de la santé des écosystèmes pour la survie de l'humanité, c'est donc un gain à long terme qui permet véritablement de concrétiser des pratiques de développement durable.
Donc, il est grand temps de passer à l'action, je pense. Je pense qu'il n'y a personne ici qui est en faveur de la pauvreté. Il n'y a personne qui souhaite que d'autres humains aient faim à travers le monde. Pourtant, on pose tous des gestes, tant dans notre quotidien que lorsqu'on va voter, ou des gestes que l'on pose pas aussi, c'est-à-dire parfois de prendre le temps d'écrire une lettre à nos décideurs ou autres pour faire entendre notre voix et souligner l'importance que l'on accorde à cette crise, l'importance que l'on accorde au fait que tous les êtres humains devraient avoir droit à une alimentation suffisante en quantité et en qualité. Et je terminerai en vous rappelant la première phrase du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je pense que c'est une déclaration, une phrase en fait qu'on devrait se rappeler, nous tous comme citoyens, mais aussi plus globalement qu'on devrait rappeler à nos décideurs parce qu'on a les moyens en 2007, les moyens technologiques et les moyens physique, si on veut, de répondre aux besoins alimentaires de tout le monde. Il s'agit de traduire ce souhait-là en volonté et le concrétiser. C'est pas facile, c'est un problème qui est complexe, c'est sûr, mais si on se désengage, si on se déresponsabilise, on est loin on sera loin de parvenir à trouver des solutions. Et nous tous, dans les pays du Nord, on a un pouvoir, et dans les pays du Sud aussi, parce que localement, s'il y a des gens qui viennent des pays du Sud qui sont ici, le pouvoir chez vous de pousser pour un système économique qui soit plus juste, et on peut tous y contribuer. Alors, merci. Alors, je vous remercie encore tout le monde d'être venu. Je remercie également nos panélistes et je vous dis à la prochaine.